On se retrouve aujourd'hui pour parler de sexualité, de sexe, de libido. On va parler de tout ça, notamment dans le cadre du couple et de la complexité que ça peut amener. Et cette vidéo, du coup, elle est sponsorisée par Nextory. Merci à eux de sauver la rémunération de cette vidéo parce que on s'en doute, je vais certainement être démonétisée et je vais pas m'amuser à tout biper parce que je l'ai fait pour l'affaire Pellico. Et au final, la vidéo a quand même été démonétisée, pardon. Donc, grosse flemme. Voilà, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail au montage. Donc, on va dire beaucoup le mot sexe, sexualité, libido, orgasme, et tous ces mots, et on va s'en donner à cœur joie. En plus, moi, je déteste regarder des vidéos avec bipage, je l'accepte parce que je connais les règles du jeu, mais c'est insupportable à écouter, je trouve. Donc aujourd'hui, voilà, merci à Nextory de nous sponsoriser. Donc Nextory, comme vous le savez, parce que j'ai déjà collaboré avec eux, c'est une application de lecture qui contient tous les formats médias qui existent, et c'est vraiment trop bien, c'est pour ça que je retravaille avec eux, j'adore cette application. Évidemment, j'ai des belles choses à vous proposer avec cette collaboration, donc restez par là, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Et vous aurez bien sûr tout ça de rappelé en description, donc n'hésitez pas à aller regarder la description dès maintenant si vous avez la flemme d'attendre, ce que je peux comprendre, hein, moi aussi je fais partie de ces gens un peu impatients. C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que j'adore. J'ai déjà parlé de sexualité sur cette chaîne à de nombreuses reprises, j'en ai notamment parlé dans une longue série de vidéos un peu échange table ronde que j'avais faite en 2021 qui s'appelle Les pilotoques du sexe. Je vous remettrai la série de vidéos juste ici. Si vous ne l'avez pas vu, parce qu'on parle vraiment de plein de sujets autour de la sexualité, on mentionne la libido. On n'a pas une vidéo dédiée à la libido, mais on parle de plein de choses. On parle de fantasmes, on parle de différentes pratiques sexuelles. Bref, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder parce que cette série, franchement, c'est une vraie pépite. Et je dis pas ça juste parce que c'est moi qui l'ai faite, parce que c'est même pas la raison pour laquelle c'est une pépite, même si parfois ça m'arrive de faire des trucs plutôt cool. Mais là, c'est pas ça. C'est surtout que j'ai des invités de folie avec des discussions vraiment sincères et vraiment comme si il n'y avait pas de caméra. Il y a une intimité dans ces contenus qui est juste folle. Et vous m'en parlez régulièrement quand on se croise dans la rue ou dans des événements et que vous me reconnaissez. Vous m'en parlez. Donc voilà, vraiment, si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu cette série, après avoir vu cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller regarder cette série. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de mon expérience avec ce sujet-là, avec la question de la libido, les fluctuations de libido à titre individuel, mais aussi dans le couple, le fait d'avoir des variations de libido ou une libido même en duo qui change au cours de la vie de la relation. Et c'est un sujet qui me touche, qui m'a touchée, qui m'a concernée. Voilà, je suis en couple actuellement, mais je suis pas en couple depuis plusieurs années, donc voilà, mais j'ai déjà été en couple dans des durées assez longues, à 2 reprises, notamment plus de 5 ans les 2 fois, 6, 7 pour une des 2 fois et 9 ans pour l'autre. Donc je sais ce que c'est que d'avoir une sexualité installée, etc., et d'avoir les années, la routine, le fait d'habiter ensemble, etc. Donc je l'ai vécu à titre personnel et c'est aussi un sujet que vous m'amenez beaucoup en consultation, même si généralement on ne consulte pas nécessairement pour ce sujet de base. Ça vous arrive de me contacter pour ce sujet, mais c'est vrai que très souvent on parle, je sais pas, d'équilibre vie pro, vie perso, ou on parle de relation à la nourriture, où on parle de confiance en soi, d'estime, d'amour de soi, et en fait on se retrouve souvent à parler du couple quand vous êtes en couple et à parler de cette question de différence de libido qui fait souffrir. Donc c'est vrai qu'au fil des années, j'ai accumulé pas mal de témoignages aussi et je pense qu'il y a peut-être des choses qui vous seront utiles dans la discussion là, au-delà du fait que je vais vous partager évidemment mon histoire et mon rapport au sujet. J'espère pouvoir vous proposer un peu quelques pistes et quelques éléments de réflexion et aussi un peu d'espoir parce que souvent vous venez avec un peu le moral dans les chaussettes en mode bah en fait ça marche plus, est-ce qu'on va finir par se séparer, enfin des trucs comme ça et en fait c'est pas du tout mon avis. Moi je suis plutôt très enthousiaste et très positive sur ces sujets-là. Donc écoutez, allons-y. Je ne suis pas hétérosexuelle, mais dans les relations de couple que j'ai eues qui se sont installées dans le temps, ça a toujours été des relations avec des hommes. Donc on va dire que je ne suis pas hétérosexuelle, mais ici je vous parle depuis un biais très hétéro quand même. Peut-être commençons par parler un petit peu du script hétéro-normatif, en tout cas quelques aspects du script, parce que le script il est complexe et je vais sûrement en oublier pas mal, mais en gros, il y a des attentes un peu sociétales. C'est pas vraiment quelqu'un qui vous dit c'est comme ça que vous devez vous comporter dans le couple. Il n'y a pas vraiment une personne, la police de la sexualité dans les couples, qui vous dit voilà c'est comme ça que vous devriez faire. Mais il y a quand même un truc un peu dans l'inconscient de tout le monde qui est c'est comme ça que ça devrait se passer si tout va bien dans notre couple.
Donc il y a ce truc de voilà, quand on se rencontre, on a une période un petit peu fusionnelle, un petit peu intense, qu'on appelle la NRE, donc la New Relationship Energy, donc le début de relation, où il y a un peu ce truc, ça peut durer quelques mois à 2-3 ans, grand max, mais c'est plutôt très souvent plutôt moins d'un an. On a ce moment où en fait tout est beau, tout est intense, on peut idéaliser l'autre. On a aussi un cocktail d'hormones dans le corps qui fait qu'il y a un attachement qui se crée et c'est important ce moment-là parce que c'est un moment où il y a vraiment un socle qui se crée dans la relation, un lien en fait qui est important pour la suite. Donc c'est aussi la période où on va apprendre à connaître l'autre et on va le découvrir et voilà, et c'est hyper intense et hyper intéressant. Et durant cette période-là, la plupart d'entre nous, quand on se rend compte, il y a beaucoup de sexualité. Alors évidemment là j'ai oublié de dire, mais je parle depuis un prisme hétérosexuel, mais aussi depuis un prisme d'une personne qui n'est pas asexuelle, qui n'est pas non plus demisexuelle. Donc je vous laisserai aller regarder ces termes-là, j'ai pas envie de tout définir dans cette vidéo, peut-être que je le ferai juste à l'écrit, si vous connaissez pas vous pouvez faire pause, mais c'est juste pour pas que la vidéo soit plus longue que ce qu'elle sera déjà. Et puis si je devais traiter ces sujets-là, je préférais les traiter en profondeur que les traiter rapidement dans une vidéo, c'est aussi pour ça. Parce que évidemment pour ces personnes-là, la sexualité ne fait pas partie du socle du couple, ça ne fait pas partie des choses importantes pour elles à titre individuel et probablement pas non plus dans leur couple, ou en tout cas pas de la même manière que dans un couple qui est plutôt hétérosexuel. Donc voilà, évidemment tout ce que je dis là, ça s'applique pas dans ces cas. Ce que je veux dire par là, c'est que au début de la relation, on a un peu ce truc, cette attente que la sexualité elle soit intense, importante, qui est plein de découvertes. Il y a aussi plein de pression sur les épaules de il faut que je sois un bon coup, il faut que je donne à l'autre l'envie qu'il reste ou qu'elle reste avec moi. Il y a pas mal de trucs de genre il faut que j'ai l'air assez libérée mais en même temps pas trop. Enfin, il y a toutes les injonctions que vous pouvez avoir sur les hommes ou sur les femmes, donc sur les personnes nées hommes ou les personnes nées femmes qui sont là et qui sont présentes et qui font partie du paysage, donc des injonctions à la performance, pour les hommes essentiellement, des injonctions à la beauté, à la minceur, à l'expressivité pour les femmes, et certainement plein d'autres injonctions auxquelles je pense pas là maintenant, mais qui colore un petit peu le paysage sexuel du début de relation et qui nous suit bien sûr dans toute la relation. Et puis après, plus le temps passe, plus il y a une routine qui s'installe et puis il y a une attente un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'une sexualité épanouie, combien de fois on devrait le faire par semaine, dans quelle position on devrait le faire, à quoi ça devrait ressembler. Il y a un peu ce truc de voilà, faudrait sortir du lit parce que c'est un peu chiant si on reste tout le temps dans le lit, ça veut quand même dire qu'on est un peu plan-plan dans notre sexualité. Il faudrait le faire au moins 3 fois dans la semaine, voire 5 fois dans la semaine, il faudrait le faire tous les jours, même certains disent en début de relation, enfin il y a un peu ce truc de, voilà, ça peut dépendre d'un milieu à un autre, on va pas entendre exactement les mêmes choses, mais il y a vraiment ce truc de genre si tu le fais moins d'une fois par semaine, oulala, ça commence à être problématique, il y aurait peut-être pas un problème. Souvent vous venez à moi justement avec ces sujets en vous disant mais on fait moins l'amour en ce moment, notre sexualité elle commence à s'espacer, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Voilà, donc c'est le genre de truc que je peux entendre et que j'ai pu vivre aussi. Ce truc il y a toute cette phase un peu de relation stable, où dans une relation stable on ne fait pas l'amour 2 ou 3 fois par jour comme on pouvait le faire quand on était jeune et quand on était en début de relation et en pleine NRE, mais il y a quand même ce truc un peu admis qu'il faut le faire plusieurs fois dans la semaine en tout cas, et que en dessous de ça, ça commence à être un peu léger. Et surtout, s'il y a une baisse de libido ou si on fait moins l'amour, ça veut dire que peut-être on est en train de perdre le lien avec l'autre, peut-être qu'on n'est plus amoureux. Il y a aussi ce truc autour du désir de si pendant cette période-là on désire quelqu'un d'autre, alors peut-être que ça veut dire qu'on n'est plus amoureux. Et il y a vraiment ce truc de, voilà, on donne un sens à notre libido, à nos fluctuations de désir, on donne un sens à ça concernant la relation, en fait. Donc ça, c'est ce qui se passe, on va dire, dans le script pour les quelques années qui suivent. Et après, au bout d'un moment, si on s'installe dans une relation encore plus longue, ou peut-être il y a des enfants qui ont rejoint la famille, j'en sais rien, on a vieilli, on a eu des problèmes de santé, bref, il y a un moment donné où on n'a plus autant de désir, il y a un truc un peu admis de ouais mais c'est normal, quand on est bien installé, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, on désire plus l'autre et c'est normal, en plus de ça c'est pas très grave, et puis ce qui invalide en fait la souffrance des personnes qui le vivent. Et au bout d'un moment, on finit par ne plus le faire du tout, on finit par se tromper,
Voilà, parce que les femmes qui n'ont plus de désir, bah, ça fait que les hommes les trompent, c'est souvent ça le truc, alors qu'en fait, les femmes aussi trompent, hein, bien sûr. Et c'est pas forcément exactement pour les mêmes raisons, mais ça arrive aussi. Et enfin, ça arrive dans les deux genres, hein. En fait, au bout d'un moment, on n'aura plus de désir et c'est inévitable. On n'aura plus de désir pour notre partenaire parce qu'on connaît par cœur, parce qu'on l'a vu dans toutes les situations et parce que voilà, c'est devenu plan-plan et puis du coup, on s'aime plus comme au premier jour et voilà. Et souvent, les personnes cherchent une solution à ça et viennent à moi ou auprès d'autres spécialistes. Hein, j'imagine même plutôt des thérapeutes ou psychothérapeutes spécialisés dans ces questions-là de couple ou des sexologues aussi, avec ces problématiques de bah en fait j'ai plus de désir et il y a un problème, je voudrais pas que mon couple aille à la dérive et que ce soit la fin, puisque socialement, voilà, si on ne fait plus l'amour, c'est qu'on ne s'aime plus. Voilà, donc c'était un peu chargé comme script, hein. Il y a vraiment ce truc de, il n'y a pas d'échappatoire possible, au bout d'un moment on fait plus l'amour et c'est normal, et puis de toute façon quand on est vieux on fait plus l'amour, et puis voilà, c'est comme ça, et peut-être qu'un jour notre mec il va se barrer avec une autre parce qu'on fait plus l'amour, et voilà, tous ces trucs-là. Donc voilà, je vous balance ça un peu comme ça, évidemment j'oublie plein de détails du script, mais en tout cas c'est ça l'attente générale et l'espèce de relation, l'imaginaire qu'on a tous sur ce qu'est une relation en fait qui dure dans le temps. Du coup vient cette première question que j'ai envie qu'on se pose, qui est est-ce que c'est normal d'avoir des fluctuations de libido à l'échelle de sa vie, dans une relation, et à l'échelle même à des échelles de temps qui sont même plus courtes que l'échelle de votre vie ou de notre vie. Écoutez, moi je l'ai vécu dans toutes mes relations, je l'ai vécu toute ma vie, et de ce que je connais et des recherches que j'ai pu faire sur le sujet, c'est quelque chose de parfaitement normal. En fait, ça arrive à tout le monde, et tout le monde le vit, d'avoir des fluctuations de libido. Si vous êtes en plus une personne menstruée, vous allez avoir des fluctuations de libido à des échelles de temps assez courtes, sur des échelles du mois en fait, de votre cycle. Vous allez certainement remarquer qu'en période d'ovulation, vous avez une libido plus élevée. Vous pouvez aussi avoir une libido plus élevée au moment des règles. Voilà, c'est des choses qui sont observées. Alors, il y a certaines personnes menstruées pour qui c'est pas exactement ça qui se passe, parce que voilà, on réagit pas tous et toutes exactement de la même manière à la progestérone et aux œstrogènes, mais c'est globalement des choses que vous allez remarquer. Et si vous êtes menstrué, je vous encourage à le noter pendant quelques cycles, à noter un petit peu votre désir. Donc, la libido, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ce qu'on va définir ici dans le cadre de cette vidéo, le désir sexuel. Ça peut vouloir dire aussi d'autres choses, hein. En psychanalyse, la libido, c'est tout ce qui a trait au désir et à la force de vie. Enfin bon, bref, on pourrait élargir cette définition, mais dans le cadre de cette vidéo, ça va être ça. Et du coup, vous avez des fluctuations de libido au cours de votre cycle si vous êtes menstrué. Donc vraiment, si vous êtes curieux ou curieuse, je vous invite à aller noter ça et éventuellement à le partager à votre partenaire, parce que c'est hyper fun en fait de comprendre ça. Ça donne beaucoup de sens à plein de sensations physiques qu'on peut avoir, des désirs, etc. qu'on peut avoir qui fluctuent et où on ne comprend pas. On se dit tiens, il y a un truc, ça m'excite de fou, j'ai trop envie de vivre ça, et puis en fait quelques jours ou quelques semaines après, quand se produit l'occasion, ou que l'autre fait ah bah attends, je te fais cette proposition parce qu'on en avait parlé, et que là le désir il est pas du tout là, on peut se dire mais attends, est-ce que c'est moi qui suis tarée, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai un problème? Et en fait non, ça peut être lié tout simplement à votre cycle. Donc déjà avoir cette connaissance là, ça peut être vachement chouette. À l'échelle de votre vie, évidemment, vous allez avoir des fluctuations de libido. Il y a énormément de facteurs en fait. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs individuels, et il y a des choses qui sont de l'ordre de, par exemple, la fatigue, ça peut vraiment influencer votre désir sexuel. Donc biologiquement, il y a des raisons d'avoir des fluctuations de libido au cours de votre année, au cours du mois, au cours des décennies. Voilà, il y a des périodes de la vie aussi. Et également, on sait que les grossesses perturbent les hormones, enfin changent, c'est pas de la perturbation, mais perturbation au sens physique du terme, mais pas au sens commun du terme de genre c'est un problème. Non, c'est pas un problème, mais ça fait fluctuer les choses. Pareil au niveau de la ménopause, bien sûr. Et les personnes qui ont un système hormonal masculin aussi vivent ces perturbations et ces fluctuations. C'est juste que ça ne se présente pas au même endroit, mais il y a aussi des fluctuations. Il y a des fluctuations à l'échelle de la journée et aussi à l'échelle de la vie, comme pour les personnes qui ont des hormones œstrogènes et progestérone. Vous avez aussi des fluctuations dans
dans vos désirs au cours de votre vie et c'est normal en fait. Donc déjà, posons ça, qu'en fait c'est normal que ça soit pas toujours pareil. Et ça ne dit rien de vous, ça ne dit rien de votre relation, ça ne dit rien de votre partenaire. Donc déjà, c'est le premier truc que j'ai envie de dire et qui me paraît absolument essentiel. J'ai envie de penser que beaucoup parmi vous savent ça, mais il y a peut-être des personnes qui avaient besoin de l'entendre et qui ne le savaient pas. Voyez si vous avez des désirs un peu cycliques, si vous remarquez des choses qui fluctuent, parce que c'est hyper intéressant de s'en rendre compte et du coup de le mesurer en fait pour soi et de se dire bah ok, en fait c'est pas anormal. Donc c'est normal d'avoir des fluctuations de libido au cours du mois, de l'année et de sa vie. Deuxième sujet que j'ai envie d'aborder ici, qui est cette espèce d'éléphant au milieu de la pièce, qui est oui mais est-ce que si je désire plus mon copain ou ma copine, est-ce que ça veut dire qu'on ne s'aime plus? Est-ce que ça veut dire que la relation part à la dérive et je vais mettre aussi avec ça la question, et si je désire quelqu'un d'autre, ou si l'autre désire quelqu'un d'autre, est-ce que ça dit quelque chose aussi de notre sentiment amoureux? Est-ce que c'est qu'il ne m'aime plus, ou qu'elle ne m'aime plus? Est-ce que c'est que moi je ne l'aime plus, et donc c'est pour ça que j'ai du désir pour quelqu'un d'autre? Là encore, c'est aussi quelque chose de normal en fait de désirer d'autres personnes. Alors ça va beaucoup dépendre de votre orientation sexuelle et de si vous êtes... où est-ce que vous êtes? Parce que vous savez que l'orientation sexuelle, vous le savez probablement, mais c'est un spectre. C'est compliqué de dire je suis hétérosexuel, je suis pansexuel, je suis bisexuel, je suis demisexuel, je suis asexuel. Tout ça, c'est des spectres. Il y a autant de sexualité et d'orientation sexuelle qu'il n'y a de personnes. Ces mots-là permettent un peu de se situer sur cette espèce de grande grille de toutes les façons qu'on a d'être attiré sexuellement ou non attiré sexuellement. Mais en fait, c'est intéressant de savoir que le sentiment amoureux n'est pas nécessairement lié au désir sexuel. Ça dépend de votre orientation sexuelle, ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour qui ça va ensemble et il y a des personnes pour qui ça ne va pas ensemble, ou pas toujours, ou pas dans toutes les situations, ou pas à tous les moments de la vie, parce que c'est aussi quelque chose qui peut évoluer au cours de la vie. Donc c'est hyper important déjà de savoir vous situer, de vous connaître. Alors c'est pour ça que ces mots, ils sont utiles d'ailleurs, c'est que ça vous permet de faire des recherches, de rencontrer des communautés qui en parlent, de peut-être discuter avec d'autres personnes qui ont leur ressenti qui ressemble au vôtre, pour pouvoir vous situer et mieux comprendre votre désir. Donc sachez que même si dans l'inconscient collectif, ce qui est représenté comme étant la façon normale de relationner dans le couple, c'est avoir de l'amour amoureux et donc de la sexualité, et que ça aille ensemble, et qu'on ne peut pas avoir de sexualité sans amour amoureux, et on ne peut pas avoir d'amour sans sexualité, ça c'est quelque chose qui existe pour certaines personnes, qui peut-être il y en a parmi vous qui se reconnaissent là-dedans, mais en fait c'est loin d'être tout le monde, tout le temps, à tout âge, en toutes circonstances. Donc moi je trouve que c'est une bonne question à se poser et je me la suis posée quand j'ai été concernée par ces trucs-là parce que voilà, moi j'ai eu des moments dans ma vie où j'avais moins de désir pour mon compagnon ou ma compagne, en l'occurrence plutôt mes compagnons parce que je vous disais les couples où je suis restée longtemps et où une habitude s'est installée c'était plutôt des hommes et je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que là ça veut dire que... Par moment, ça n'a pas été le cas. Je pense notamment, je vous le disais, je crois un peu plus tôt, ma rédaction de thèse. Ma rédaction de thèse, ça n'avait absolument rien à voir avec la personne avec qui j'étais. Parce que j'étais juste stressée, occupée, j'avais pas du tout la tête, mais alors pas du tout la tête à la sexualité, j'étais dans mon truc, toutes mes minutes étaient comptées pour rédiger ma thèse, et le sexe, ça me passait, mais vraiment par-dessus, quoi. Et ça n'avait rien à voir avec est-ce que mon compagnon était gentil, est-ce que je le trouvais toujours sexy, est-ce qu'il était attentionné, est-ce que j'avais toujours de l'amour pour lui, est-ce que j'avais toujours des projets avec lui, est-ce que notre relation allait bien, est-ce que notre communication allait bien. Elle aurait pu aller tout à fait très mal pendant cette période-là, que ça n'aurait rien eu à voir avec mon désir ou quoi, parce que mon désir, de toute façon, il n'était pas disponible. C'est comme si toute ma libido au sens freudien était foutue dans ma thèse, de toute façon, à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'est souvent un truc qu'on néglige et que je vois beaucoup parmi vous quand vous m'en parlez en séance, cette question de mais en fait t'en es où dans ta vie? Genre tu viens juste d'avoir un bébé et t'es épuisé, vous dormez pas, et vous endormez quand vous faites l'amour tellement vous dormez pas, bon ça ne dit rien de vous, juste riez-en, vous voyez c'est pas grave, ça ne dit rien de votre amour l'un pour l'autre. Vous avez je sais pas des concours à préparer actuellement, ou vous avez juste une période intense au boulot, où vous êtes sur des projets, vous êtes à fond sur un projet de rénovation de maison, ou sur un projet, voilà, votre énergie elle est ailleurs, ben voilà, ça ne dit rien. Ce qui est important de comprendre, c'est que le désir, c'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose qui nous met en mouvement pour faire des choses. Et comment on crée du désir? Ben,
avec l'imagination. Quand on est en train de s'imaginer faire un truc ou obtenir quelque chose, ou une promotion au boulot, un appart que vous avez envie d'acheter, un voyage que vous avez envie de faire, une robe que vous avez repérée dans une vitrine, tout ça, c'est des choses qui créent du désir. Vous avez vu quelque chose avec vos yeux, vous l'avez imaginé et ça crée du désir. De la manière que vous pouvez tout à fait avoir du désir parce que vous avez vu un beau mec passer dans la rue et que du coup ça crée du désir. Si votre orientation sexuelle vous le permet, parce qu'il y a des personnes pour qui ça ne fait rien parce qu'ils sont sapiosexuels et que franchement, voir même quelqu'un avec le plus beau boule de la planète, ça ne change rien à leur désir sexuel. Donc prenez cet exemple uniquement s'il s'applique à vous. Mais vous avez compris l'idée. En gros, c'est quand on imagine qu'on peut créer du désir. Quand on est en début de relation, quand on est au tout début, pendant cette NRE, en fait, on va beaucoup penser à l'autre. On va tout le temps être en train de communiquer, s'imaginer, se projeter. On est en train de penser et d'imaginer l'autre. On attend le moment où on va se revoir cette semaine, le moment où on va se voir ce soir. On se parle en fait toute la journée. Et quand on se parle comme ça, on est en train de créer du lien, mais on est en train surtout de créer de l'imaginaire. L'autre existe en fait dans notre esprit. Il y a de la place pour lui, on est en train de le faire exister. Et ça crée tout un tas de trucs. Ça crée notamment le sentiment amoureux, ça crée de l'attachement, ça crée plein d'émotions agréables et ça crée entre autres le désir sexuel. C'est important de voir que si votre espace mental il est utilisé à autre chose, il est fort probable que du coup vous n'avez pas de désir. Mais de la même manière que vous n'avez pas non plus de désir pour acheter un appart quand vous n'avez pas le temps d'y penser en fait. Vous n'avez pas de désir pour, j'en sais rien, manger quand vous êtes occupé à bosser en fait. Voilà, vous n'avez pas de désir pour les autres trucs quoi, parce que votre esprit il est totalement occupé. Ce que je vois dans la majorité des cas, et maintenant rétrospectivement, maintenant que j'ai ces outils et ces connaissances là, quand je regarde mes relations précédentes où j'ai pu vivre ça, et quand je vous regarde vous, quand vous venez m'en parler, en fait souvent c'est ça qui se passe en fait. Notre esprit il est juste occupé à autre chose. Vous êtes dans votre monde, vous pensez au boulot, vous pensez aux enfants, vous êtes occupé. Et il n'y a pas de place pour penser au désir. Et c'est là que je pense au travail d'Esther Perel, dont je vais peut-être faire référence plusieurs fois dans cette vidéo parce que c'est une sexologue polonaise qui est juste incroyable et son contenu il est ouf, au-delà du fait qu'elle a un magnifique prénom. Faut pas que tu ris à tes propres blagues, Esther, elles deviennent plus drôles si tu y rigoles. Putain! Mais oui, mais bon, je suis trop bon public, donc mes blagues pas drôles me font rire. Et Esther Perel, elle a parlé de ça dans un de ses livres. Alors, elle a 2 bouquins particulièrement connus. Je crois qu'il y en a un 3e qui a été écrit depuis. Mais on va dire que ces 2 premiers bouquins qui sont Love in Captivity, donc c'est, je sais plus comment ça a été traduit en français, attendez. L'intelligence érotique, faire vivre le désir dans le couple. Je t'aime, je te trompe, réconcilier l'amour et le désir. Donc c'est un livre au sujet de la tromperie, qui a un gros sujet dans les couples, le fait de désirer quelqu'un d'autre et aussi de passer à l'acte. C'est 2 bouquins que je vous recommande, qui sont d'ailleurs disponibles sur Nextory. Donc si vous avez envie de les lire et de les lire gratuitement, n'hésitez pas à aller regarder un peu l'offre que je vous offre un peu plus tard dans la vidéo. Mais dans le bouquin qui s'appelle L'intelligence érotique, elle parle de cette question, comment garder des rituels de séduction, comment garder ce désir en fait avec le temps. Parce que souvent, le problème c'est que, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais en fait, on a beau savoir que c'est normal, et de dire, voilà, ça dit rien, c'est pas un problème dans notre couple, ça dit rien de notre amour, etc., de plus avoir de désir, en fait, on en souffre. Souvent, le constat c'est ça, c'est oui, j'ai pas de désir, c'est pas grave, je sais que ça dit rien de nous, on a toujours tout un tas de projets, on s'aime beaucoup, on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais moi ça me manque en fait, j'aimerais bien, je désire désirer en fait, j'aimais bien la sexualité qu'on avait, j'aimerais bien désirer. Et donc dans ce bouquin sur l'intelligence érotique, elle parle de cette question du désir et de la sécurité, et de comment le désir sexuel est cassé par la sécurité qu'on a dans le couple, et donc pourquoi ce désir il s'estompe au cours du temps. Et elle donne plein de clés sur comment combattre ce truc-là, comment retourner un peu la situation. Et notamment, l'une des clés, des pistes qu'elle donne, c'est vraiment de se donner des rencarts et de continuer à créer du désir, à créer faire de l'espace en fait, être chacun autonome, indépendant, etc., pour recréer du désir l'un pour l'autre et valoriser les temps passés ensemble. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, en fait, c'est ça qu'on a du mal à faire. On a pas mal de mal à faire ça parce qu'en fait, on a fini par installer une routine, on a une vie extrêmement remplie, surtout quand on a des enfants, mais même sans avoir des enfants, vous en faites pas, le vide se remplit, donc si c'est pas les enfants, c'est le boulot, les amis, voilà, le temps, on est tous pareils en fait, le temps,
se remplit et on est constamment en train de faire la course. Et du coup, on n'a pas de moment privilégié avec notre compagnon ou notre compagne. Et donc là, sa proposition, c'est de lâcher évidemment l'injonction à avoir de la sexualité, de lâcher prise, de déculpabiliser aussi tous ces sujets-là. Et déculpabiliser de ne pas avoir de désir pour l'autre, d'arrêter de se dire que c'est parce qu'on l'aime pas alors qu'on sait que c'est pas vrai, et de créer des moments. Et en fait, c'est assez intéressant parce que la manière dont elle le propose, moi je trouve ça super utile et c'est un truc que je vous dis souvent quand je vous ai en consultation sur ces sujets-là, c'est de créer des moments quoi qu'il. C'est-à-dire que même si sur le moment, évidemment, l'idée c'est de pas d'aller au-delà de son consentement, si sur le moment t'as pas envie de sexe, alors que t'as prévu un date sexe, et ben tu le fais pas. Mais par contre, c'est un moment qui est consacré à parler de nos fantasmes, de notre sexualité, de ce qu'on désire, de ce qu'on désire pas. Un moment en fait qui est consacré à l'intime avec l'autre, quoi. Je trouve ça hyper intéressant et vraiment je vous recommande d'aller lire son bouquin sur les questions de voilà, je t'aime, je te fuis, tout ça, essayer de comprendre un petit peu les dynamiques et comment fonctionne le désir, parce que ça aide beaucoup à désamorcer. Et moi, c'est son livre là qui m'avait, à l'époque quand je l'avais lu, qui m'avait vraiment sorti de cette espèce de non-espoir que j'avais en me disant oui mais de toute façon quoi qu'il arrive, une relation au bout d'un moment il n'y a plus de libido et il n'y a plus de désir et on en souffre et il faut faire avec et voilà. Et en fait pas du tout. En fait pas du tout. Le désir ça se nourrit et il faut le comprendre en fait. Il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment on fonctionne pour réussir à le maintenir. Et sachant qu'on n'est pas obligé de travailler là-dessus et de maintenir le désir. En fait, ça c'est seulement si on désire avoir du désir. Parce qu'en fait, c'est même pas obligatoire. On peut tout à fait avoir une relation épanouie sans qu'il y ait plus de sexualité, même si on en a eu une à un moment donné. En fait, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir. C'est qu'en fait, on peut réorganiser notre couple, on peut, à l'intérieur de la relation, changer des choses au cours du temps. On peut ne juste pas avoir les mêmes besoins quand on a eu 2 enfants et qu'on a maintenant, je sais pas, 60 ans par rapport à quand on était étudiant et qu'on en avait 22. Enfin, on a de toute évidence pas les mêmes envies, pas la même vision du monde, même s'il y a des valeurs qui restent en commun. Il y a une histoire de vie derrière, donc on peut aussi s'autoriser à juste avoir des fluctuations et des choses un peu différentes qui se produisent au cours de la vie. C'est le moment où je vous parle de notre sponsor aujourd'hui qui est Nextory. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo et merci aussi pour la liberté qu'ils me donnent de parler des sujets qui m'intéressent. Je vais vous le dire, pour avoir eu l'occasion de parler avec pas mal de marques, c'est pas si évident que ça d'avoir des personnes avec qui on peut vraiment parler des projets de vidéos qui nous font confiance en tant que créateurs de contenu. Donc merci à eux. Donc qu'est-ce que c'est que cette application ? Donc c'est une application de lecture qui vous donne accès à tout un tas de types de formats différents. C'est la seule du marché qui fait ça, qui vous donne à la fois accès à des magazines, mais aussi à des formats audio, podcasts, livres audio, etc. Mais aussi des formats numériques. Je vous montrerai un exemple à l'écran. Et surtout, c'est en illimité. C'est-à-dire que vous pouvez lire les livres que vous voulez en illimité. Est-ce que c'est pas ouf ? Le seul truc qui n'est pas en illimité, c'est l'audio, mais c'est suffisamment beaucoup d'audio, parce qu'en fait, c'était compté à la minute, pour que vous puissiez vraiment bien en profiter. Pour le coup, moi qui écoute beaucoup d'audio, je peux vous assurer que vous avez quand même de quoi faire. L'abonnement mensuel, il est à moins de 10 €. Et vous avez aussi un format familial qui vaut carrément le coup, où vous pouvez être jusqu'à personne sur le compte. Nous, c'est ce qu'on utilise à la maison. Donc c'est vraiment très rentable quand on pense que c'est illimité et que vous l'avez toujours dans la poche. Moi, j'ai pris l'habitude de sortir ça de ma poche quand je me retrouve dans des situations où je dois attendre et tout, plutôt que de sortir une application qui, type TikTok ou Instagram ou quoi, pour passer quelques minutes. J'écoute des livres audio où je lis la suite de ce que j'étais en train de lire, typiquement Esther Perel, et je trouve ça trop bien en fait. Le concept, il est top. Et il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup pour les livres audio, vous savez que j'aime bien les livres audio, c'est qu'en fait il y a une fonctionnalité qui permet de mettre le livre au moment où vous allez vous coucher, parce que moi c'est quelque chose que je fais pas mal, avoir juste quelqu'un qui me raconte une histoire avant de dormir, si vous voulez, ça me rappelle mon enfance et ça m'endort. Et du coup, j'ai pas envie que ça tourne toute la nuit, vous voyez. Donc je peux mettre un temps limite, 10 minutes, 20 minutes, au bout duquel le livre s'arrête et moi je suis endormie. Donc c'est vraiment trop cool. Et avec cette collaboration, je vais vous mettre un lien dans la description qui vous offre 45 jours d'essai gratuit. Leur offre par défaut, c'est que souvent ils proposent 30 jours. Ils ont pas mal d'opérations commerciales où ils proposent 30 jours gratuits, ce qui est déjà
super. Mais là, en passant par mon lien et uniquement par ce lien qui est dans la barre d'infos, vous avez 45 jours. Ça vous laisse largement le temps de tester tout un tas de livres gratuits, en illimité. Voilà, ça vous laisse le temps de voir si ça vous parle ou pas. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc merci à eux. S'ils passent par là, je sais qu'ils passeront par là. Et merci à vous de tester l'appli. Franchement, donnez-lui une chance à cette application si jamais vous ne l'avez pas fait la dernière fois que je vous en ai parlé. Testez-le, téléchargez-la, voyez ce que vous en pensez. En plus, plus on est nombreux à l'utiliser, plus ils auront une bibliothèque remplie de nouveautés, etc. Alors c'est déjà pas mal le cas, hein, mais plus on est nombreux sur l'application, plus ils auront de titres. Donc c'est vraiment chouette parce que forcément, plus ils ont d'utilisateurs, plus c'est facile pour eux d'obtenir des collaborations, des livres, des titres, etc. Donc vraiment, j'ai trop envie que ce projet continue parce que le boulot qu'ils font est trop bien. Un autre point que j'ai envie de développer un petit peu ici, évidemment je ne pourrais pas tout développer et peut-être que je referai d'autres vidéos à ce sujet si ça vous botte, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, mais le sujet que j'ai envie de développer un petit peu plus ici, c'est aussi la question de ok, j'ai envie de voir ailleurs, je sens que je suis bloquée dans cette relation parce que je suis en couple exclusif et j'ai du désir pour d'autres personnes, ou j'ai pas de désir pour d'autres personnes parce que je crée pas les situations, mais je sens que j'ai envie, que je ne suis pas complètement satisfait ou satisfaite dans cette relation. Peut-être parce que je peux pas assouvir tous mes désirs ou mes fantasmes avec ma partenaire parce qu'on n'a pas, on n'est pas compatible sur tous les pans de notre sexualité et du coup il y a des trucs sur lesquels on n'a pas les mêmes désirs. Comment je peux le vivre en fait? Comment je fais ça? Comment je gère ce truc? Est-ce que ça veut dire que notre couple il va s'éteindre? Est-ce que ça veut dire que notre relation va se terminer? Enfin, voilà, souvent c'est un peu la panique. Et moi c'est un truc que j'ai déjà vécu. Ce truc de... Alors c'était pas parce qu'on avait des envies différentes dans la sexualité, mais c'était plutôt parce que c'était la seule personne que j'avais connue. Et je me demandais, enfin j'avais un espèce de truc de panique de me dire, mais je vais vraiment avoir des relations sexuelles avec une seule personne pour toute ma vie? Enfin, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Et est-ce que c'est mal d'avoir du désir de découvrir d'autres choses? Pas parce que ce que j'ai là me convient pas ou n'est pas suffisant, mais juste parce que je suis curieuse, parce que j'ai envie de rencontrer d'autres corps, parce que j'ai envie de connaître d'autres choses. Et, euh, et ça, je sais que c'est une question qui est hyper taboue, mais que beaucoup de gens ont en fait. Ce truc de avoir envie avoir peur en fait de rester bloqué, de manquer de liberté et c'est encore un truc d'ailleurs dont Esther Perel parle, cette histoire de la liberté versus la sécurité qui se répond comme ça et c'est passionnant la manière dont elle le développe. Et donc il y a cette question-là. En fait, là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plein de façons de solutionner cette problématique-là, il y a plein de façons de vivre cette chose-là. Je pense que c'est en partant de ce constat-là ou de cette situation-là qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'ouvrir leur couple, ou alors sans ouvrir le couple par le biais de l'échangisme ou de la sexualité à plusieurs. Parce qu'il y a ce truc de, en fait, est-ce qu'au bout d'un moment on s'ennuie pas avec la même personne? Le fait de connaître par cœur le corps de l'autre, on n'a plus ce truc qu'on a en NRE, donc en début de relation avec quelqu'un d'autre, ce truc de séduction, ce truc de je découvre une personne et il n'y a plus cette excitation-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on a, parce que ça apporte d'autres choses, évidemment, le couple qui est installé, il y a de la sécurité, il y a de la confiance, il y a de l'amour, il y a une histoire en commun, enfin il y a plein de choses en commun qui ont été bâties au cours des années, mais il y a ce truc de mais qu'est-ce que je fais de cette espèce de petite graine de folie là, de ce que j'ai envie de vivre? Et une façon de le solutionner, c'est effectivement d'en parler avec son partenaire ou sa partenaire et de chercher des façons de le vivre autrement, de le vivre ensemble, d'ouvrir le couple, etc. Et il y a aussi la possibilité de juste accueillir le fait qu'on désire ça et qu'on fait le choix de ne pas assouvir ce désir. C'est aussi quelque chose qui est possible. Et très souvent, on bloque là-dessus. Moi, j'en parle très souvent dans les questions de relation à la nourriture. Vous savez que c'est un gros pan de mon activité et la façon dont j'accompagne les gens, même si j'en parle pas trop sur cette chaîne du coup parce que c'est pas l'objet, mais j'en parle sur une chaîne qui est dédiée. Mais on parle beaucoup du désir en fait dans la question de la relation à la nourriture parce qu'il y a cet enjeu de j'ai envie de manger. Je sais que je n'ai pas faim, je sais qu'en plus ça ne serait même pas bon parce que c'est juste une compulsion alimentaire, je sais que ça me ferait du mal, que je vais avoir mal au billet de tout ça, je sais que ça me convient pas, qu'en fait intellectuellement j'ai pas du tout envie de manger ce truc, mais j'ai ce désir et je sais pas quoi en faire. Là dans la sexualité il peut y avoir cette chose-là aussi, ce truc de j'ai ce désir, je ne sais pas quoi en faire, j'ai pas envie de tromper mon copain, j'ai pas envie qu'on ouvre le couple, c'est pas des trucs qui me parlent, ça me conviendrait pas, et pour autant j'ai ce désir, qu'est-ce que je peux en faire en fait? Et moi, j'ai envie de vous proposer qu'en fait, vous avez le droit de ne rien en faire.
en fait. Vous pouvez juste accepter de ressentir ce désir. Et je dirais même que quand on commence à faire ça, on se rend compte à quel point c'est plaisant. Nous, on pense surtout à l'aspect désagréable du désir non assouvi, et parce qu'en fait, dans l'aspect désagréable, c'est j'imagine un truc, on est encore sur cette histoire d'imaginaire, c'est en imaginant qu'on crée du désir, donc j'imagine ce que je pourrais faire, et le fait de ne pas le faire, de voir en fait, l'écart entre ce qui pourrait être possible et ce que je fais, c'est ça qui me fait souffrir, c'est le fait de valoriser l'écart entre les deux. Mais en fait, le fait de désirer en soi, c'est agréable. Moi, je peux passer des après-midi, c'est souvent l'exemple que je donne, mais je peux passer des après-midi à regarder des maisons à plusieurs millions d'euros et à trouver ça super. Et prendre un kiff monumental. Je sais pas si vous faites ça, dites-moi que vous faites ça. Mais moi, je connais des gens qui font ce genre de truc aussi avec des paniers. Ça vous est déjà arrivé de faire des paniers de fringues sur des sites ou des... Voilà. Bah, ça, c'est juste prendre du plaisir à avoir du désir. Et pour autant, ne pas assouvir ce désir. En fait, on est dans cette espèce de truc là, de consommation dans ce monde un peu capitaliste, comme quoi le désir c'est un problème, il faut y répondre. Oh là là, j'ai un problème, j'ai envie de ça et je peux pas l'atteindre, oh mon Dieu, vite une solution. En fait, désirer c'est très bien. Vous pouvez déjà juste, on peut tous et toutes juste vivre du désir et apprécier ça en fait, et le laisser se traverser dans notre corps, ressentir ce que ça fait, et on peut aussi le rediriger ailleurs. Encore une fois, la libido, c'est quelque chose qui peut se rediriger à d'autres endroits. On peut le mettre dans le boulot, on peut le mettre dans la famille, on peut le mettre dans notre couple, on peut en parler. C'est aussi un sujet que j'ai envie de vous proposer comme quelque chose de moins tabou dans le couple, en fait. On a besoin d'en parler, en fait, dans la relation, et de discuter de ces sujets-là, et de pouvoir dire, en fait, j'ai du désir pour quelqu'un d'autre, j'ai pas du tout envie d'y aller parce que je sais ce que symboliquement on en dirait, toi et moi, mais c'est là. Et d'ailleurs, si vous êtes dans cette situation-là, vraiment, je vous recommande du coup l'autre livre d'Esther Perel, là, sur le Mate in Captivity, donc le truc sur... le livre sur la tromperie, parce qu'elle parle très bien de ça, déjà de combien, en fait, la réaction à la trahison euh, liée à la tromperie est souvent juste socialement apprise et en fait très éloignée de nos vrais ressentis et de ce qui se joue vraiment au moment où on est trompé par quelqu'un ou au moment où on envisage de tromper quelqu'un. Et du coup, elle donne aussi des clés de compréhension, des clés de discussion, des clés de pardon si vous avez envie de pardonner et de continuer une relation malgré la tromperie. Et elle a vraiment beaucoup d'exemples, elle fait des conférences et des trucs comme ça, elle a beaucoup d'exemples de personnes pour qui, des exemples de couples que ça a pu même rapprocher parce que ça a amené de la discussion et de la compréhension de ce qui se joue vraiment dans leur relation, là où la plupart d'entre nous, on se pose pas la question parce qu'on suit juste le script en fait. On s'attend à ressentir les trucs qu'on est censé ressentir, alors qu'en fait on est tous différents et qu'on ne vit pas la relation de la même manière. Donc c'est hyper important de réussir à en parler. Alors je sais que c'est compliqué de parler des sujets de désir, de sexualité, d'envie, etc. dans le couple, parce qu'il y a plein de tabous. Mais je peux que vous encourager à communiquer, parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes en fait dans un couple. Et si c'est compliqué pour vous de le faire juste vous deux, vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute de couple. Moi, je consulte les couples, si jamais vous avez besoin, même si c'est pas la majorité des personnes que j'accompagne, mais je suis je suis habilitée à faire ça et je peux vous accompagner sur ces sujets, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais voilà, je suis juste pas sexologue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des problématiques de l'ordre des troubles de l'érection ou des douleurs, chez vous, etc., il faudra aussi aller voir un sexologue parce qu'il peut y avoir des choses qui sont des raisons émotionnelles et qui peuvent se traiter en travaillant sur les traumatismes, en travaillant sur les pensées, en travaillant sur le comportement, la relation à l'autre et tout. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être d'ordre physiologique, d'ordre physique et qui, pour le coup, je ne suis pas du tout habilitée à les traiter et à vous accompagner là-dedans. Donc voilà, je vous le pose là quand même. Alors, je ne sais pas du tout comment je chapitrerai tout ça dans la vidéo, mais il y a aussi autre chose, qui est peut-être la dernière chose que j'ai envie de vous partager, qui est cette question de l'éloignement, en fait, dans le couple. Je ne sais pas comment mettre ça, mais très souvent, moi j'ai remarqué, en tout cas dans mes couples, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, enfin je sais même que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est le cas chez pas mal de personnes qui viennent m'en parler. En fait, l'éloignement émotionnel finit par créer une forme de détachement et une forme de perte de libido. C'est un truc que j'ai appris en fait en m'observant au fur et à mesure de mes relations, où en fait je me suis rendu compte que quand je perdais la complicité, alors c'est clairement lié à mon orientation sexuelle, donc ce ne sera pas pareil pour tout le monde, ça dépend de comment vous créez du désir, vous, et quelle est votre orientation, mais quand je perds la complicité intellectuelle, quand je perds la complicité émotionnelle, quand je perds des moments de vie, c'est-à-dire que je n'ai pas
des moments clés de vie qu'on vit ensemble, des souvenirs, bref, que j'ai pas une relation où la personne est vraiment proche de moi, en fait, je finis par perdre une partie de mon désir sexuel, voire la totalité. J'ai pu observer ça aussi chez d'autres personnes, pas mal ce truc de si en fait on a des griefs, si en fait on a des conflits qui ne sont pas résolus, si en fait on a des choses qui nous ont éloignés, genre des moments où on a eu des désaccords qu'on n'a pas vraiment réussi à solver, en fait ça va avoir un impact sur la libido qui est, enfin en tout cas dans mon cas et dans le cas de certainement plein d'autres personnes, mais probablement pas de tout le monde, il y a ce truc de, en fait, on s'éloigne l'air de rien. Et c'est ça souvent qui peut faire, à mon sens, ça c'est mon analyse à moi, qui fait que au bout d'un certain nombre d'années, on n'a plus de désir sexuel si on ne résout pas ces problèmes-là, en fait. C'est pas tant qu'une histoire d'âge ou une histoire de fluctuation de la vie, c'est aussi ce truc-là de, en fait, avec le temps, on accumule une séparation. C'est comme si, en fait, notre chemin, au début, il se rapproche comme ça et on avance ensemble, puis en fait, au bout d'un moment, on se rend pas compte, mais tout doucement, on s'éloigne l'un de l'autre, jusqu'au jour où, en fait, on se parle plus. Jusqu'au jour, enfin moi j'ai vécu ça dans ma première relation où en fait on se parlait pas, on se connaissait plus en fait, ou on se connaissait pas même, c'est même encore pire, où en fait on n'a plus de complicité. Et là, essayer d'absolument se réconcilier dans le lit, en fait, en tout cas dans mon cas, alors je sais qu'il y a des gens qui sont plus axés sur le corps et le désir part du corps avant de remonter à l'émotionnel et au mental. Moi, c'est l'inverse. Je sais que chez moi, ça peut pas marcher en fait, de juste bloquer sur la question de la libido et bloquer sur la sexualité. En fait, ça serait pas le bon fil à tirer d'aller juste sur la question de la sexualité en elle-même, parce qu'en fait, ce qui se passe pour moi à ce moment-là, c'est que en fait ça fait longtemps qu'on s'est éloigné. Et du coup ce que je fais aujourd'hui, et ce que j'ai fait dans ma dernière relation avant celle dans laquelle je suis actuellement, c'est d'être très attentive à ça. D'être très attentive à je dois ne pas m'éloigner et traiter les problèmes. Et c'est dur en fait, parce que ça veut dire ne pas passer quand en fait il y a des limites qui ont été enfreintes et ne pas prendre sur soi juste parce qu'on n'est pas au bord de l'effondrement. De juste se dire non mais en fait ça là, ce truc là, ça me fait mal et ça m'éloigne un tout petit peu. Parce que mes mécanismes de défense font que je me renferme dans ma bulle. Si on me fait un peu mal, et je me mets en retrait, je peux me protéger, je peux ne pas m'effondrer, mais du coup je me mets un peu en retrait. Et l'air de rien, en fait, je m'éloigne de l'autre. Et au bout d'un moment, on peut se retrouver à ne plus nourrir de l'amour en fait. Parce que finalement, l'amour c'est ça, c'est nourrir ce lien en permanence et avoir de la complicité, avoir des souvenirs ensemble, faire des choses ensemble, se parler de sujets importants et de sujets non importants aussi d'ailleurs, mais vraiment avoir ce lien. Donc moi je suis hyper attentive à ça. Genre à partir du moment où je commence à avoir des pensées du genre tiens, je dévalorise l'autre dans ma tête, sans lui dire, mais dans ma tête, je me dis tiens pourquoi je pense ça quoi. Pourquoi je me mets à penser ça? Si je vois qu'il y a un truc de l'ordre de la perte de respect, ou de la perte d'admiration, ou de la perte de juste la valeur de cet être humain-là, en fait, j'essaye d'être attentive à ça et de me raccorder aux raisons pour lesquelles j'aime cette personne et à ce qui nous rapproche à la base, à ce que j'ai envie de construire avec elle, aux souvenirs qu'on a ensemble, aux choses qu'on a en commun, à combien ça a de la valeur d'expérimenter la vie ensemble, de toutes les choses en fait qui font que je suis d'accord avec le fait d'aimer cette personne et d'être en couple avec cette personne. Parce que en fait, ce que je suis en train de dire là, c'est peut-être horrible pour beaucoup de personnes, mais moi je crois pas au fait que l'amour c'est juste un truc qui nous tombe dessus. En fait, l'amour pour moi c'est un choix qu'on fait de contribuer aux besoins de l'autre. C'est juste qu'on ne choisit pas de contribuer aux besoins de tout le monde. On choisit des personnes spécifiquement parce qu'on a des valeurs en commun ou parce qu'on a trouvé chez elles quelque chose qui était réciproque avec des besoins que l'autre nous comblait aussi. Alors des fois, il faut faire gaffe parce que du coup, ça peut être des traumas qui se répondent. Mais bon, ça, c'est peut-être une vidéo pour une prochaine fois. Mais du coup, il y a un truc de cet ordre-là. Enfin, c'est un vrai choix. Et du coup, moi, j'essaye d'être attentive, de me dire ok, j'avais fait le choix de miser sur cette personne, j'avais fait le choix d'aimer cette personne, et là je vois que j'ai des choses, des pensées, des choses que je nourris à l'intérieur qui m'éloignent de cette personne, donc qui dévalorisent cette personne. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de en fait, il y a quelque chose que j'ai pas pardonné, en fait, il y a quelque chose qui m'a blessée, en fait, il y a une discussion qu'on n'a pas eue, il y a des gestes que je n'ai pas aimés, il y a quelque chose qui m'a touchée.
en fait, et de pas laisser passer, en fait. De pas laisser passer parce que là, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si je laisse passer parce que là, c'est pas grave, ça veut dire que dans 30 ans, en fait, j'aurais plein de trucs que j'ai laissé passer parce que c'était pas grave, et en fait, je me serais éloignée de la personne émotionnellement. Et dans mon cas, la libido est intimement liée à combien je me sens connectée émotionnellement et intellectuellement à la personne. Et du coup, je sais que pour moi, c'est la mort, quoi, si jamais je fais ça. Donc, j'ai vraiment maintenant cette attention particulière à ne pas m'éloigner de l'autre à l'intérieur de ma tête. C'est même pas genre en commun, genre on fait pas moins de choses ou plus de choses nécessairement, mais parce que des fois c'est très interne. C'est-à-dire en fait on s'éloigne de l'autre sans même que ça se voit. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup je suis attentive à ça et quand je dis je laisse pas passer, ça veut pas dire que l'autre doit être comme moi je veux qu'il soit. Pas du tout. C'est plutôt je ne le laisse pas passer auprès de moi-même. C'est-à-dire que je ne me dis pas c'est pas grave si mes besoins sont pas nourris, c'est pas grave si là j'ai été blessée, je peux l'encaisser, il a pas fait exprès. Non, non, je prends le temps de le dire, même s'il a pas fait exprès, même s'il pourra pas revenir dessus, et que c'est fait, et que c'est pas grave, effectivement. Je le pose. Je le pose pourquoi? Pour pas qu'on s'éloigne, en fait. C'est pas pour changer le truc ou pour faire avancer le schmilblick sur ce sujet-là. C'est juste pour ne pas qu'on s'éloigne. Donc moi, je me suis rendu compte dans ma vie que c'était extrêmement important pour moi de continuer à nourrir ce lien. Et j'ai ce truc-là aussi en amitié. Alors évidemment, il n'y a pas de la libido, il n'y a pas de la libido au sens sexuel du terme, mais il y a aussi ce détachement et cette perte de lien qu'il peut y avoir dans le temps, qui du coup n'est pas un lien centré sur la sexualité, mais qui est un lien d'amour quand même, juste même si c'est pas le même amour. Et je suis attentive à ça. Donc pour moi, le secret un petit peu, si je peux dire ça comme ça, d'un couple qui dure avec une sexualité épanouie dans le temps, c'est vraiment de bien se connaître en fait, de bien se connaître soi-même et de savoir comment on fonctionne. Typiquement là, ce que je vous ai dit à propos du fait de ne pas s'éloigner de l'autre émotionnellement, c'est quelque chose qui me concerne et qui est hyper important pour moi de savoir sur moi, parce qu'en fait ça dit quelque chose. Au bout d'un moment, si je me suis éloignée, en fait c'est trop tard, on ne peut plus rattraper le navire, ça fait trop longtemps en fait. Donc bien se connaître, bien connaître le fonctionnement du désir, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que ça veut dire quand on désire quelqu'un, quand on désire plus quelqu'un, enfin de pas avoir une vision, une perception, une connaissance erronée du truc pour ne pas l'interpréter comme quelque chose que ça n'est pas, comme par exemple l'absence d'amour ou l'absence de projet. Donc vraiment bien connaître ces sujets-là. Et puis après, en parler. En fait, j'irai le troisième point, la troisième clé, c'est d'en parler, de parler de ses désirs, de parler de ses fantasmes, d'être ouvert, d'avoir cette intimité-là avec son compagnon ou sa compagne. Et voilà, et pour ça, il y a des outils. Quand c'est difficile, il y a la CNV. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec Robin sur la CNV, je vous la remettrai ici. Il y a des outils dans les bouquins d'Esther Perel que vous pouvez retrouver sur Nextory. Et surtout, de ne pas penser que la libido, le désir, l'amour, toutes ces émotions-là qui sont présentes dans le couple, en fait, c'est juste des trucs qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est juste des trucs indépendants de nous. Il y a une partie très certainement qui est biologique, génétique, qui est juste hormonale, mais il y a aussi toute une partie qui dépend de notre espace mental, qui dépend de là où on met notre énergie. Voilà, donc pour moi, les clés, elles sont là. En parler, ah oui, puis la clé que je pouvais dire aussi, c'est cette question d'espace mental, en fait, de créer de l'espace pour la relation, pour le couple et pour la sexualité. N'oubliez pas que vous avez 45 jours offerts sur Nextory avec le code qui s'affiche là en utilisant le lien qu'il y a en dessous. Voilà, 45 jours au lieu de 30, gratuit pour tester l'application. C'est l'occasion pour vous de lire les livres d'Esther Perel dont je vous ai parlé totalement gratuitement, ce qui est quand même assez ouf. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ça en description. Et moi pour l'heure, je m'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao. Si je garde la veste et que plus tard j'ai chaud, et que je l'enlève, on va avoir des faux raccords si je décide de mettre un truc plus tôt dans la vidéo. Oui, mais ça c'est quelque chose que vous voyez pas les amis, mais que je fais régulièrement. Le look il est sympa je trouve, avec la veste, le petit pantalon, vous voyez pas en plus c'est un petit pantalon revers. Oui, ceci s'est transformé en tenue du jour. Voilà. La grosse classe.